Bon, merci tout le monde. On va commencer ça. Nous autres, on aime ça faire, oui, une conférence, mais interagir avec les gens. Il y a 2 reprises durant la conférence, on va interagir avec vous. On va poser des questions, évidemment, pour échanger ensemble. On va commencer par se présenter. Moi, c'est Vincent Marcoux. Je suis directeur général à l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Donc, je vais vous faire part de mon expérience. Ça fait 15 ans, 10 ans que je suis à l'association et 15 ans que je suis à la représentation politique dans des comités avec des partenariats. Je vais vous parler de mon expérience vécue à l'intérieur de ça. Également, j'ai travaillé dans le réseau communautaire, ça fait 20 ans. Actuellement, je suis étudiant à la maîtrise en administration publique. Donc, pour avoir une bonne connaissance du réseau public, pour être mieux en meilleure capacité d'interagir avec le réseau communautaire et le réseau public. C'est pas mal ça pour ma personne. Allô tout le monde, de mon côté, je m'appelle Mariannick. Je suis ici à titre de coordonnatrice à la recherche et au développement à l'AQCID. Et puis, moi, mon parcours aussi, dans le fond, j'ai travaillé dans le réseau communautaire pendant 5 ans au GRIP, responsable du service d'intervention en milieu festif, dans lequel j'ai dû développer un maximum de partenariats avec des personnes. Et puis, j'ai aussi travaillé en recherche. Et puis, c'est un petit peu cet apport-là aussi que j'apporte aujourd'hui avec la présentation. On va continuer. On va commencer par la première question, très simple. Qui provient du réseau communautaire? Réseau public, réseau de la santé, parfait. Excellent. Merci d'avoir dit le réseau communautaire. Non, mais j'aime ça parce que là, on va parler aujourd'hui de travailler avec le réseau public en partenariat. Est-ce possible? Là, j'ai mis c'est possible. Le réseau communautaire, souvent, sont portés. Est-ce possible? Là, ils vont me dire, Vincent, moi, je ne crois pas à ça au partenariat. J'ai de la difficulté à avoir le partenariat avec le réseau communautaire. Mais moi, je vous dis, c'est possible d'être en partenariat. Et c'est pour ça qu'on est en rose, ça a donné le nom. Souvent, on me dit qu'on est dans un petit nuage rose du monde avec des licornes. Le partenariat, ça ne se fait pas adéquatement. Oui, ça se peut, mais ça prend du travail, ça prend de l'implication, ça prend du bon vouloir des 2 côtés. Mais je pense qu'on est capable d'en arriver en partenariat et de construire quelque chose d'intéressant. Parce qu'évidemment, on travaille tout le monde ensemble pour la même cause. On doit travailler en complémentarité. Et nous, aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs expériences, mais aussi d'outils qui pourraient nous aider tous ensemble à faire en sorte que le réseau de la dépendance grandisse et soit un meilleur partenaire que le monde ensemble. Parce que vous savez qu'on est le réseau le moins bien financé en dépendance communautaire, réseau public, on est le réseau le plus faible. Je pense qu'on aurait avantage tout le monde de travailler ensemble pour faire bonifier ce réseau. J'arrête là, j'improvise pas. Je vais continuer. Ah, ben, pardon, pas ma part, j'en passe. Bon, avant de continuer, une autre question. Qui ont déjà fait des représentations politiques dans la politique? Je vais poser une autre question maintenant. Qui a déjà participé à des comités de concertation, peu importe des comités de partenariat? Parfait. Je vous annonce que vous faites toute la représentation politique. Parce que quand on dit qu'on est dans un comité consultatif, on a un but, on a un objectif, soit pour son organisation, soit pour des personnes, mais nécessairement, on a un objectif à atteindre dans cette rencontre-là, parce que sinon, on ne participerait pas à un comité si on n'a pas quelque chose à aller chercher, puis qu'on n'a pas quelque chose à vouloir faire. Donc, à ce moment-là, vous faites tous la représentation politique quand vous allez dans des comités. On ne le voit pas de ce sens-là, mais c'est ça pareil que vous faites. Donc là, on va aller plus en détail là-dedans. On s'est rendu à la vision. La vision, c'est œuvrer ensemble pour le bien-être des personnes qui choisissent de consommer. Aussi, consommer des substances psychoactives ou qui ont choisi de consommer celles qui sont susceptibles de faire ainsi que leurs proches. L'objectif général, dans le fond, c'est nous de continuer à faire en sorte d'optimiser le partenariat réseau public, réseau communautaire et même dans l'ensemble des sphères de nos partenaires. Mais comme Vincent l'a nommé déjà un petit peu, le plan de la présentation va être en 2 parties. Au fond, d'un premier côté, on va avoir plus un regard sur les enjeux liés aux partenariats qui sont identifiés par le réseau communautaire. Donc, on a rédigé un énoncé de position récemment. Donc, on va faire état des résultats qu'on a obtenus dans cette démarche-là, puis aussi ouvrir à la réflexion, dans le fond, en grand groupe avec vous.
pour après ça embarquer plus sur une réflexion sur la qualité des partenariats. Donc, ce serait quoi les éléments clés qui peuvent être discutés en lien avec le partenariat là, pour évaluer si qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins bien, plutôt que d'avoir une idée générale de ça ne marche pas mon affaire ou ça marche super bien. Donc, vraiment pour être en mesure de critiquer la qualité là, de nos espaces. Puis à ce moment-là aussi, il va y avoir un autre moment de réflexion. Puis tout au long de la présentation, en fait, moi, ça me convient aussi si vous interagissez avec nous. Là. Je ne sais pas, Vincent, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je trouve ça plus le fun de même aussi. Donc, tout d'abord, par rapport à l'énoncé de position, donc, on a fait une démarche, je vais déjà tracer ça, mais on a fait une démarche auprès de l'ensemble des membres de l'AQCID, donc c'est 135 organismes communautaires à travers l'ensemble de la province qui proviennent autant de la prévention, de la réduction des méfaits puis du traitement. La collecte de données s'est faite entre septembre 2021 puis l'hiver dernier, où il y a eu une consultation en ligne puis aussi en comité là, pour voir c'est quoi qui était important pour les organismes communautaires puis dans le cadre des élections, en fait. Donc, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était un enjeu prioritaire pour eux pour aller voir des décideurs politiques, par exemple, pour aller voir les personnes, pour avoir un poids, en fait, dans le changement dans le changement politique actuel. Donc, l'objectif, c'était aussi à la fois de mettre en commun les idées qui sont partagées par le réseau dans son ensemble, donc plutôt que d'avoir le réseau vu par secteur, donc prévention à son opinion, réduction des méfaits à son opinion et traitement à son opinion. C'était aussi la première démarche qu'on a réalisée à l'AQCID qui mettait en commun l'ensemble des visions des 3 secteurs. Et puis, donc, c'est pourquoi aussi il y a un disclaimer là, qui dit que les recommandations sont globales et donc ça se peut que chaque chose qui sont identifiées là-dedans ne reflète pas là, les besoins ou les priorités de chacun des organismes non plus. Donc, c'est important de garder ça en considération. Dans le cadre de la présentation, en fait, j'identifiais seulement les 2 premiers principes parce que le 3e réfère beaucoup au financement. Donc, je tiens à le préciser, mais comme la présentation est un peu sur les partenariats, c'est lié, là, mais je voulais mettre de l'emphase plus sur les 2 premiers principes là, qui concernent vraiment plus le partenariat. Donc, le premier principe réfère à la reconnaissance et à l'implication des organismes communautaires en dépendance et usage de substances dans les plans d'action et les programmes subventionnés. Donc, ce qu'on a identifié, c'est qu'en fait, au Québec, il y a une reconnaissance de la pertinence des services des organismes communautaires dans les plans d'action. Donc, le gouvernement va dire dans son plan d'action, par exemple, que le Québec se démarque par l'implication et la présence des organismes communautaires qui œuvrent vraiment au mieux pour la santé des personnes qui choisissent de consommer des substances. Donc, on a une reconnaissance de ce côté-là et on a une mise en place aussi de certains mécanismes de consultation là, à géométrie variable, certainement, mais il y en a des mécanismes de consultation dans les régions qui sont impliqués. Qui sont mis en place. Toutefois, ce qu'on observe au niveau du contexte, c'est que la consultation n'est pas uniforme, elle n'est pas continue, elle n'est pas systématique. Donc, toutes les démarches qui mènent à la création de ces plans d'action-là n'est pas nécessairement avec l'implication des organismes communautaires à tous les niveaux. C'est ce qui fait en sorte que les organismes communautaires, souvent sur le terrain, vont être liés au rôle d'exécutant des politiques publiques où on va avoir des plans, puis après ça, on dit, voici ce que tu peux faire avec, mais finalement, est-ce que c'est réellement adapté à la réalité, aux besoins des personnes qui desservent ou même à la réalité des organismes eux-mêmes dans leur structure organisationnelle? Peut-être pas tout le temps. Donc, le besoin, donc la recommandation, mais ici, on parle en plus en termes de besoin. Pour les organismes communautaires, ce qu'on a identifié dans la démarche qu'on a fait dans le cadre de l'énoncé de position, c'était d'abord de mettre en place des mécanismes de consultation qui sont rigoureux et réguliers avec les organismes qui permettent de générer les plans d'action. Donc, vraiment, toutes les démarches qui sont faites en amont des plans d'action pour qu'ils soient adaptés, là, comme je viens de le dire, aux personnes qui sont concernées. Donc, autant les personnes auprès de qui les services sont offerts, mais aussi les organismes eux-mêmes dans leur réalité. Et aussi, le deuxième point, c'est d'identifier les organismes comme des acteurs essentiels pour l'actualisation des objectifs et des orientations parce que cette vision-là, souvent, ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'elle est propre aux personnes qui sont en place, plus que les institutions elles-mêmes qui vont identifier que les organismes peuvent réellement répondre aux besoins. Donc, si par exemple, il y a un changement de chaise, eh bien, des fois, le partenariat s'effrite ou tombe. Donc, pour assurer une continuité des services et la qualité, ce qui est demandé, c'est vraiment d'identifier les organismes comme des acteurs essentiels. Le deuxième principe, quant à lui, réfère vraiment à la création des collaborations qui peuvent être guidées par la synergie entre les partenaires. Donc là, c'est vraiment une fois que les démarches ont été enclenchées, les plans d'action ont été mis en place. Là, c'est vraiment toute la phase d'implantation des activités, de vraiment œuvrer en synergie, donc de travailler en collaboration. Puis ce qu'on observe sur le terrain, c'est que le réseau des organismes communautaires en dépendance permet vraiment de répondre à l'ensemble du continuum d'intervention. Donc, comme je l'ai dit, à l'AQCID, on représente des organismes de la prévention à la réduction des méfaits au traitement, mais au final, quand tu regardes le plan macro au niveau du Québec,
On répond vraiment à l'ensemble du continuum d'intervention. Donc, on est vraiment des acteurs essentiels qui permettent de répondre aux besoins des personnes qui consomment des drogues. Mais aussi, c'est de reconnaître qu'il y a une multitude de professionnels qui œuvrent aussi quotidiennement en dehors du réseau des organismes communautaires pour le bien-être de ces mêmes personnes-là. Donc, oui, on va travailler avec des personnes du réseau public et oui, on va travailler avec différents ministères, on va travailler avec différentes directions. Donc, c'est de voir aussi qu'est-ce qui nous rassemble finalement à travers tout ça parce qu'on est une méchante gang. Ce qui est par contre une limite dans cette réalité-là, c'est le fait que les mécanismes de consultation et les financements varient en fonction souvent des substances. Donc, on va avoir, par exemple, des politiques ou des programmes qui sont sur tabac, boissons énergisantes, cannabis, alcool, toutes les autres drogues. Donc, ça peut devenir vraiment mélangeant pour les organismes qui finalement répondent à toutes ces drogues-là en même temps. Il y a pour des personnes aussi qui finissent par des fois toutes les consommer également en même temps. On a aussi une diversité de mécanismes de consultation parce qu'il y a des décideurs aussi différents qui sont impliqués, donc la direction santé mentale dépendance, jeunesse, après ça, toutes les substances. Donc, ils ont des mécaniques aussi différentes. Donc, pour un organisme aussi qui vient travailler avec toutes ces instances-là, bien, ça peut devenir très, très lourd. Et c'est ce qu'on observe, en fait, ça, je l'ai dit tantôt. Mais ce qu'on observe donc sur le terrain pour les organismes, c'est une complexification puis juste des tâches administratives beaucoup, beaucoup plus lourdes. Puis des fois, ça devient difficile aussi de distinguer qu'est-ce qui va où dans quelle boîte, alors que finalement, on offre des services qui sont très, très multidisciplinaires puis très, très intégrés. Donc, par rapport à ce principe-là, ce qui était identifié comme recommandation, mais ici comme besoin, c'est de mettre en place à tous les paliers gouvernementaux et des réseaux publics et avec le soutien de tous les ministères concernés, des mécanismes de concertation qui sont créés à partir d'objectifs et de visions communes et qui respectent les caractéristiques de chacune des parties. Donc, comme je le nommais tantôt, de se rassembler en fonction de notre objectif commun, ce qu'on a identifié même dans la présentation aussi. Donc, notre objectif, c'est les personnes qui consomment des substances. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment partir de là, puis après ça, voir comment est-ce qu'on peut identifier nos différences puis mieux travailler ensemble. Dans le fond, on va avoir une petite discussion vécu critique sur le réseau de la santé des services sociaux versus communautaire versus réseau de la santé, réseau public. Je vais faire valoir un peu mon expérience dans les représentations politiques et je vais quand même vous questionner aussi pour ressortir vos enjeux que vous avez vécus dans les comités que vous avez été, si vous avez organisé des comités ou si vous avez vécu le comité, pour échanger ensemble, parce qu'après, nous, on va arriver avec des solutions. On n'est pas là juste pour chialer et dire ça ne fonctionne pas, mais je veux qu'on se fasse un portrait ensemble de c'est quoi qui ne marche pas, c'est quoi qui ne fonctionne pas, pour en arriver après avec des solutions qui peuvent être plus concrètes. Évidemment, mon expérience, vous savez, j'ai eu des interactions avec les CIUS, avec les ministères, différents ministères, des relations avec le gouvernement également régulièrement. Fait que là, je ne ciblerai pas ces gens-là. L'idée, ce n'est pas de cibler c'est quoi, quelle organisation qui ne fonctionne pas. C'est plus de dire dans l'ensemble, c'est quoi qui est vécu normalement et qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Je vais donner des exemples autant pour le réseau public de la santé que nous du côté du communautaire. Parce que je donne un exemple. Quand le réseau public fait souvent des comités, eux autres, leur préoccupation, c'est qu'avant que le réseau communautaire arrive, ils se disent bon, encore, ils vont juste nous parler de financement. Puis moi, je veux leur parler de tel sujet, mais ils vont être harcelants, ils vont commencer tout de suite à rencontre comment il y a d'argent. Donc, il y a une préoccupation dans cette idée-là. Donc, à ce moment-là, bien, la question, c'est est-ce que les objectifs étaient clairs? Est-ce que les objectifs avaient déjà été définis avant de convoquer les groupes communautaires à cette rencontre? Parce que souvent, régulièrement, l'objectif n'est pas clair. Ce qui fait en sorte qu'on a des attentes préconçues, on a des attentes X, Y, Z, qui font en sorte qu'il y a peut-être même, on participerait peut-être même pas au comité consultatif si on verrait le niveau décisionnel. Également, dans plusieurs rencontres que j'ai eues, c'est de recevoir des documents séances tenantes. Puis on se dit, on doit prendre une position aujourd'hui. Moi, quand je veux prendre une décision, j'ai besoin de réfléchir. Je ne peux pas prendre une décision séance tenante avec déjà les documents en main. Ou même avec le manque de données. Souvent, avec le réseau de la santé, ce qu'ils disent, on ne peut pas donner toutes les données parce qu'il y a des données qui sont confidentielles. Je ne peux pas donner. Oui, mais attends un peu, je ne peux pas prendre une décision sur un manque de données. Fait que ça fait partie des enjeux qui peuvent avoir lieu, mais en même temps, c'est un enjeu pour le réseau de la santé parce qu'ils savent qu'ils veulent vous donner des données. Ils aimeraient ça vous consulter plus en détail, mais ils sont pris avec la limite de dire je ne peux pas te le donner, ce niveau-là.
Également, vous savez, j'ai consulté, j'ai été dans des rencontres 5 ans, 2 ans, puis la conclusion, c'est statu quo. On ne fait rien. On décide de faire rien. Ça, là, c'est la pire frustration qu'on peut avoir comme réseau communautaire, de dire que c'est statu quo. Vous allez me dire, le statu quo, c'est aussi une décision. On a réfléchi pendant 5 ans, on a décidé de regarder ce statu quo. Et je vous dirais que quand le réseau communautaire, on s'implique dans un comité, c'est parce qu'on veut du changement. On veut que ça bouge. Puis 5 ans, c'est très long. C'est excessivement long. 2 ans, c'est déjà long. Nous autres, c'est là, c'est maintenant que les gens ont besoin. Donc là, c'est là qu'il peut y avoir des divergences entre le réseau se dit, moi, nous, on a un changement à faire, mais on veut prendre le temps de le faire adéquatement pour répondre aux critères, pour répondre aux indicateurs. Puis nous autres, de notre côté, on est directement sur le champ, puis on a dit, écoute, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Donc ça, c'est des points qu'on a à travailler. On a également, moi, dans mes enjeux, le processus décisionnel. Souvent, régulièrement, finalement, on n'a pas un pouvoir décisionnel. J'aimerais mieux le savoir avant dans ce comité-là, de dire est-ce que j'ai un pouvoir de recommandation ou finalement, c'est juste on veut entendre ton opinion, puis après ça, on va sortir le document pareil. Fait que ça, j'aime mieux le savoir parce que moi, je ne m'impliquerais peut-être pas ou peut-être pas de la même façon. Fait que c'est tout ça, les relations. Même le réseau, quand ils nous convoquent, des fois, ils ont le mandat de faire un comité. Des fois, ce n'est pas clair. Les descentes, les directives ne sont pas claires non plus du ministère de la Santé. Ce n'est pas tout le temps clair du ministère de l'Éducation. On a à faire un comité, mais on ne sait pas trop s'en aller. Eux autres aussi, ils ont ces enjeux-là. Ça, il faut se le rappeler. Il faut travailler ensemble en concertation. Je vais parler avec les solutions, mais on va regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer ça davantage. Mais là, je relancerai vers vous. Est-ce que vous autres, vous voyez des enjeux dans vos comités consultatifs, dans vos rencontres que vous avez, que vous vivez directement? L'idée, ce n'est pas de cibler des organisations, mais plus de cibler, vous, c'est quoi vos enjeux que vous vivez actuellement, autant dans le réseau public que dans le réseau communautaire. Tu peux arriver à la place. Marie-Claude? Juste avant, je passe un commentaire. Je pense que dans le passé, ma santé mentale a été lourdement affectée après avoir été invitée à 3 fois à une présentation d'un PARI, le plan d'action régional intégré de la santé publique, où on voyait des groupes communautaires comme dispensaires de services au bout, d'où après ça, on disait on n'est pas juste des dispensaires de services, et qui revenait ce que tu disais, le financement. Quand on arrive, dès qu'on a des services, on va travailler. Ferme la parenthèse. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai constaté, et tu le sais très bien, Vincent, que dans les dernières années, j'ai travaillé vraiment. Ce que j'ai constaté, ce n'est pas tant des positions des fois des institutions, mais des positions des individus à l'intérieur du comité qui ne sont pas nécessairement dans l'écoute et la compréhension du rôle de chacun. Puis j'aime bien vos flèches parce qu'on tombe en rapport de force. Puis si, à partir du moment où je considère que ma position est plus importante que la tienne, on est dans un rapport de force où on veut trop vendre et le manque d'assouplissement. Est-ce que parfois c'est le manque de la structure ou le manque des individus qui représentent la structure? Parce qu'on le voit dans les deux, parfois tu changes un individu dans une structure, puis ton comité va changer et les collaborations vont être plus faciles ou plus difficiles. Effectivement, c'est un enjeu. Ça aussi, c'est un enjeu problématique. Là, on parle plus en termes d'organisation, on parle souvent en termes d'individus. C'est autant dans le réseau public que dans le réseau communautaire. Comment ça, je m'entendais bien avec l'ancien directeur du réseau communautaire avant, et là, ça ne fonctionne plus, et vice-versa. Et il y a des roulements de personnel quand même importants, ce qui fait en sorte qu'on a des réalités différentes. Puis je rajouterais aussi que quand on parle d'individus, nous, on est au niveau national, on s'aperçoit qu'il y a des disparités tellement importantes d'une région à l'autre. Comment ça que ça fonctionne super bien dans telle région, puis dans l'autre, ça ne fonctionne pas? Mais effectivement, on arrive dans l'aspect plus individuel. C'est là que c'est problématique. J'en pense que j'avais avant ici, après, j'en pense pas. Juste, excusez ma voix, j'ai une petite extension. Mais juste entre organismes communautaires, ce que je trouve difficile aussi, c'est qu'il y a quand même veut pas aussi une bataille de notoriété et d'expertise, que même entre nous, encore aujourd'hui, ça se voit dans les comités, qu'on peut se faire mettre de l'avant, on va être reconnu et tout ça. Et ça crée quand même des conflits parce que veut pas, on veut la même argent. Puis ça fait vraiment beaucoup ressentir, ça revient encore au financement, mais c'est quand même
la préoccupation numéro 1 de presque chaque organisme communautaire, c'est d'avoir un financement pour ces projets, de pouvoir avancer sans aller dans la mission de l'autre, en restant dans notre mission, mais en voulant exponentier nos services. Donc, c'est vraiment, nous, ça, c'est un enjeu qu'on vit beaucoup. Puis, au niveau plus du réseau public, c'est triste de voir les mains liées, en fait, des représentants souvent du réseau public qui sont conscients que la complexité des demandes de financement, la complexité des révisions de compte, parce que c'est justement, tantôt tu disais, Marguerite, les différents projets, mais nous, on a comme 5 projets différents, ils ont tous les mêmes objectifs. Après ça, pour ma révision de compte, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux rendre mes comptes? Si tout ça, mais en fait, c'est la même chose, c'est juste des mots différents. Ouais. Ben, c'est super intéressant. Puis, je trouvais effectivement, quand on a des rencontres avec la gang de réseaux communautaires, quand je parlais qu'une rencontre consultative ou un comité, c'est du politique, parce qu'en arrière de tête, tu as dit c'est quoi mon objectif? Comment de fois que j'ai été à une rencontre, et voyons, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est pas du tout le thème de la rencontre, mais il fait juste présenter son organisation pendant 10 minutes, puis il finit par une question de 2 secondes. Fait que là, j'ai fait, OK, là, il veut juste vendre son organisation, mais le comité, c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de présenter l'organisation. Effectivement, ça aussi, on a ces enjeux. Jean-François? Moi, je pense aussi qu'il y a des éléments un peu fondamentaux, en fait, au la manière dont les gens, surtout dans le réseau vis-à-vis du communautaire, en fait, c'est dans ce sens-là qu'on va faire beaucoup, mais mettons des acteurs de santé publique, qui sont les acteurs avec lesquels le milieu de la réduction des méfaits est le plus confronté, qui, je ne sais pas si c'est par méconnaissance ou par un certain jovialisme, apparence qu'on fait partie du même milieu. Alors que nous, dans le milieu communautaire, on est en santé communautaire. Notre mandat, c'est on est instable vis-à-vis des personnes qu'on rejoint et on s'attache aux individus et non pas aux aspects macro-populationnels. Et c'est des approches qui sont développées dans le temps de façon diamétralement opposée. La santé publique, qui a des antécédents beaucoup plus antérieurs à l'action de la santé communautaire, qui est basée sur un contrôle social essentiellement. Les mesures de santé publique ont été mises en place pour contrôler la population d'une manière normative, assez moraliste, etc. Alors que le milieu communautaire, lui, au contraire, a essayé de façon pragmatique de répondre aux besoins individuels des personnes qui les rejoignent. Et cette différence-là, et cette non-reconnaissance-là de ces différences-là, c'est aussi la base des conflits qu'on peut avoir avec la santé publique, parce qu'on ne travaille pas selon la même philosophie, avec les mêmes objectifs et aux mêmes fins. Mais l'autre partie en face pense que nous, on travaille dans le milieu de la santé publique. Et ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu fondamental qui ensuite fait en sorte que ces échanges-là sont souvent stériles, en fait, parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. On ne se base pas du tout des mêmes enjeux. Et face à ces écarts-là fondamentaux, il faut qu'on s'assoie sur des structures. Et ces structures-là, elles existent. On a des politiques de reconnaissance de l'action communautaire, on a des orientations ministérielles qui balisent les interactions entre les groupes communautaires et le gouvernement. Le problème, c'est que les fonctionnaires de haut niveau ne connaissent même pas. C'est-à-dire qu'avec un roulement, une méconnaissance, peut-être une certaine incompétence, ils ne connaissent pas ces orientations et ces politiques-là qui nous permettraient de travailler ensemble et sur lesquelles on pourrait s'asseoir pour être capable de travailler conjointement. Et pour moi, les principaux enjeux, ils partent de ce début-là, du début de la réflexion et de la vision qu'on a chacun, de part et d'autre de la table, de notre milieu, de notre travail, de notre imputabilité, de nos responsabilités. Et à partir de là, c'est là où on devient, avec le temps, avec les dossiers qui s'emplissent, puis la réalité aussi, il y a des dossiers sur lesquels on est obligé de travailler, et on ne repart jamais de la base. Sur quoi on s'assoit pour travailler? Et ça c'est fondamental. Et c'est un aspect fondamental qu'on perd. Parce qu'en face de nous, souvent, on a des gestionnaires qui ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'on leur remet les orientations ministérielles devant eux. Soit ils se sentent ah, mais je n'ai pas besoin de savoir ça, moi je suis un gestionnaire de haut niveau, je peux décider, j'ai le pouvoir de décider. Donc cette posture un peu de domination. Ou une posture défensive, maintenant, tu n'as pas besoin d'apprendre mon boulot, moi je sais comment mener ces choses-là, alors que l'objectif souvent de ramener ces politiques-là, ces orientations-là, c'est d'établir une base sur laquelle on puisse travailler conjointement.
Et souvent, cette base-là, elle n'est pas là. Exactement. Ben, écoute, puis là, je ne veux pas se couper plus loin qu'on va aller, mais effectivement, les objectifs, les valeurs, la vision, ça fait des situations effectivement qui ne sont pas là. Puis aussi la notion de pouvoir, puis là, on va pouvoir en parler plus tard, la notion de pouvoir. Mettons, le réseau public, tu vas avoir le pouvoir de l'argent, du financement, mais il ne faut pas oublier que le communautaire, il a le pouvoir de la mobilisation, le pouvoir des actions. C'est lui qui est directement lié avec l'ensemble des personnes en groupe. Tu n'as pas le choix de faire affaire avec les autres. Comment on peut faire en sorte de faire cette interface-là? Mais je vais aller loin. Merci, je pense que c'était vraiment intéressant. Il y avait Natacha qui a pris Valérie. Moi, mon constat, moi, je suis plus en recherche, mais je travaille en partenariat. Je suis en partenariat recherche communauté dans le domaine de la délinquance et, dans le fond, mon constat souvent, c'est que c'est rendu la mode de partenariat. Puis là, je pense qu'il y a des gens qui ne croient pas encore, qui ne sont pas convaincus, qui sont parachutés sur des comités. Donc, souvent, tu sais, je le vois dans le réseau communautaire, c'est moins présent. Je trouve que les gens qui sont là, sont là. Puis quand ils ne sont pas là, c'est parce qu'il y a un roulement personnel, il manque du monde, ou quelque chose comme ça. Dans le réseau de la santé, ce que je trouve, c'est que souvent, ils vont se donner bonne conscience et ils vont parachuter quelqu'un qui ne participera pas ou n'affectera pas la rencontre. Là, je suis comme, pas été mis au courant du dossier, mal à l'aise d'être là. Tu sais, c'est comme, je pense que c'est pas vrai que tout le monde est convaincu que le partenariat, c'est important. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui peut être assez sanitaire parce que ça repose sur des individus. Ça a toujours reposé sur des individus, le changement, puis ça ne changera pas. Mais si on met quelqu'un comme ça juste pour se donner bonne conscience, je trouve que ça ne marche pas vraiment. Ça, c'est mon constat pour travailler avec les deux réseaux régulièrement. En intersectoriel, en plus, je trouve que ça arrive plus souvent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de roulement personnel et de manque de personnel. Là aussi, il y en a partout, mais reste que faut le faire parce qu'on y croit. Exact. Mais je suis d'accord, Natacha. Tu sais, combien de fois que j'ai été dans des comités, que là, j'ai une personne qui lève la main. Je ne connais pas trop pourquoi je suis ici. Je ne connais pas trop le contexte, mais je vais essayer de vous donner mon opinion pareille. Là, il donne une opinion. Ça fait 3 comités qu'on a parlé de ça. Là. On ne vient pas là-dessus, mon homme. Là, ça ne marche pas. Là, puis, je vais revenir aussi, j'en pense aussi, une notion que souvent, puis c'est pas dans tous les réseaux, puis là, on ne fait pas un diagnostic, le réseau est comme ça. Et souvent, la notion de pouvoir, qui a l'impression qu'on est juste des exécutants, on est juste des là pour pourvoir au grand service. Ça, c'est une façon déjà qui fait que quand on rentre dans la rencontre, c'est déjà terminé pour nous, c'est déjà désagréable comme rencontre, puis on n'a pas envie. On est déjà en posture autodéfense. On veut déjà attaquer la personne, puis on sait déjà que ça ne fonctionne pas. Il faut avoir un niveau d'égalitaire. Ça, je vais en revenir plus tard. Il y a peut-être Valérie, est-ce qu'il y avait une dernière intervention? Est-ce que je finirai avec Valérie? Bon. En fait, je risque de revenir l'enjeu du pouvoir décisionnel. Parce que le réseau communautaire, les gens qui siègent sont déjà plus décisionnels que certains départements du réseau. Mais dans un autre, tu sais, sur ta slide, c'est les réseaux communautaires publics. C'est tout dans la reconnaissance de l'expertise du rôle de chacun. Si je regarde, moi, chez nous, job du longue durée, 6 mois, le réseau de l'offre. Donc, c'est mon expertise, c'est l'offre des services. Puis le réseau communautaire offre des services qui ne sont pas offerts par le réseau. Ce n'est pas juste de dire une collaboration, mais est-ce que le partage de nos compétences, l'enjeu du financement, je vous laisse, mais si on dit, ben moi, mon expertise est là, dans mes collaborations avec le réseau de la santé, la direction, c'est santé mentale dépendante. On peut-tu mettre à profit nos ressources? Là, des fois, mes enjeux sont en santé mentale. Est-ce que le réseau peut supporter? Puis moi, je vais là, il y a un partenariat, une collaboration qui n'amènerait pas nécessairement des enjeux très financiers. Les ressources existent dans nos deux réseaux. Peut-on juste les faire travailler ensemble pour le client? Exact. Exact.
C'est le même client, on fait le partage. Exactement. Après, je vais finir avec toi, Jean-Sébastien. Il nous reste 30 minutes, fait qu'on peut rouler pour notre affaire. Mais juste pour conclure aussi, tu sais, de reconnaître l'expertise du communautaire, mais là, je fais l'inverse aussi, de reconnaître l'expertise de la personne qui est du réseau public en face. Souvent, on ne reconnaît pas son expertise non plus parce que des fois, on dit ben, elle ne connaît pas le réseau communautaire, elle ne connaît pas le réseau de la santé, mais elle a une expertise dans la structure administrative et dans la structure X, Y, Z. Mais là, à ce moment-là, il faut déterminer qu'est-ce que tu as à m'apporter dans cette rencontre-là, parce que moi, j'ai ça à apporter. Et souvent, il y a un clash entre, ben, tu viens juste d'arriver, tu viens juste d'être parachuté, puis tu es supposé diriger un grand comité pour parler de surdose, par exemple. Mais tu n'as jamais connu, tu ne sais pas c'est quoi une surdose, tu ne sais pas c'est quoi les aspects. On a ces enjeux-là associés à ça. Je finirai avec toi, Jean-Sébastien. Oui, effectivement, je parle souvent, mais juste, ça a déjà été dit, mais je veux renchérir sur ce que Jean-François dit, c'est fondamental. Le réseau, c'est top-down, c'est paternaliste, c'est des indicateurs socio-sanitaires, c'est des plans à mettre en œuvre, qu'on utilise le communautaire pour faire ça. Le communautaire, c'est sociopolitique, c'est de la justice sociale. Il y a un clash. Je veux juste insister sur ce que Jean-François a dit parce que c'est fondamental. C'est comment qu'on peut faire en sorte que le top-down et le bottom-up, que nous, on est habitué de faire, comment ils peuvent coexister ensemble pour donner quelque chose d'intéressant. C'est ça qu'il va falloir mettre en place. J'arrive avec les constats rapidement. Puis, les constats, là, c'est quelques constats, mais j'en ai dit, mais l'usage de ça fait partie de notre réalité. Les enjeux concernent la population dans son ensemble. Ça nous concerne tous, tout le réseau complet. Nous sommes de très nombreux acteurs à détenir nos visions, nos intentions, nos forces et nos limites. La qualité de chacun de nos partenariats influence la cohérence des actions que l'on offre respectivement et collectivement. Donc ça, c'est des constats rapidement. Je vais laisser Marianne continuer sur la réflexion sur la qualité des partenariats. Au fond, c'est présenté sur notre chemin l'outil diagnostic de l'action en partenariat. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent cet outil-là, ou qui l'ont déjà utilisé, ou qui en ont déjà entendu parler. Non? Intéressant. Alors, c'est un outil qui est offert gratuitement en ligne et gracieuseté de la chaire Approche communautaire et inégalité de santé de l'Université de Montréal. C'est un outil qui a l'objectif donc d'évaluer le degré d'atteinte des conditions de la qualité de l'action en partenariat et d'orienter les partenaires dans l'amélioration de leurs pratiques. Donc, c'est vraiment un outil qui a été conçu par l'Université de Montréal pour le réseau communautaire en relation avec le réseau public. Donc, c'est vraiment ces deux instances-là qui étaient mises en relation. Et c'est une commande du réseau public. C'est une commande du réseau public. C'est un outil, donc, comme je l'ai dit, qui est accessible en ligne gratuitement, qui a été validé, élaboré aussi de manière scientifique et qui a été fait, donc, comme je l'ai dit, avec des tables locales là, de santé à Montréal. Donc, pas nécessairement directement lié à la dépendance, mais je veux dire, c'est des organismes communautaires aussi, donc on peut certainement s'identifier à certains de ces principes-là. Puis, on l'a utilisé aujourd'hui plus à titre indicatif, plus comme un objet de discussion plus qu'une façon, on ne va pas vous dire comment l'utiliser, mais on voulait juste avoir ça comme un outil concret là, pour pouvoir mettre la table. Ça va être un succès. On va tout vous donner ça. On peut vous le partager après, oui. On va faire des suites aussi avec ça. Là, c'est un annonce. 2014. 2014, oui. Puis il est traduit en anglais aussi, là, puis validé en anglais également. Donc, j'avais oublié un point, là, donc son utilisation anticipée, en fait, là, ça concerne les partenariats qui sont au-delà justement de l'échange d'informations ou de ressources, là, un petit peu comme on l'a nommé tantôt, là, donc exécutant. Donc, ça vise vraiment à critiquer l'ensemble de la démarche partenariale entre deux instances. Donc, l'outil comme tel se base sur 6 critères donc, qui définissent la qualité d'un partenariat, soit l'étendue de la participation, les étapes de la participation, donc à quel moment est-ce que je suis engagée, mais aussi de quelle façon, le contrôle de la décision, comme ça a été nommé aussi tout à l'heure, les ressources qui sont nécessaires, donc autant les ressources matérielles, financières, que juste le temps aussi associé à toutes les démarches ou à l'ensemble des démarches. L'égalisation des rapports de pouvoir, là, comme ça a été nommé à plusieurs reprises et comme je pense que plusieurs peuvent en tenir compte, et la co-construction de l'action. Donc, il y a également, là, avec cet outil-là, une roue d'appréciation de l'action qui est offerte, là, mais pour résumer l'ensemble des 6 conditions. Je pense que Vincent, toi, tu peux poursuivre.
Dans le fond, les conditions, puis là, on va le voir plus loin, les questions, parce que là, dans le fond, dans le meilleur des mondes, c'est que la collaboration soit à son maximum. Le questionnaire, il sert à quoi? Moi, j'ai regardé le questionnaire, j'ai répondu aux questions. Il y a 18 questions et ça a été merveilleux. Ça représentait les 15 ans de représentation. En termes de quand je sortais d'un comité, je sortais fâché, insulté, frustré des comités. Mais là, je ne peux pas juste sortir frustré, je dois savoir identifier. Et avec ces 18 questions-là, ça me permettait d'identifier c'est où que ça achoppe, c'est où que c'est plus difficile dans ma rencontre, puis comment je peux interpeller ou l'emmener. Et même la question est la suivante, c'est dois-je rester dans ce comité également? C'est un comité aussi, c'est un document qui est difficile, peut-être que je vais trop au-delà, là, mais c'est un document qui, normalement, parce qu'on a rencontré les chercheurs qui ont fait ce document-là, normalement, ils disent que c'est un outil de diagnostic que tu peux faire toi personnellement, mais ils insistent que ça soit fait en comité, que tout le grand comité de partenariat ou avec ton partenaire, que vous répondiez au questionnaire et qu'ensemble, vous déterminez c'est quoi qui achoppe et c'est quoi qui fonctionne. Là, vous allez dire, bien Vincent, il faut des bonnes intentions des partenaires, ce n'est pas tous les partenaires qui sont ouverts. Je suis d'accord, mais à ce moment-là, ta question, c'est est-ce que je dois rester dans ce partenariat-là? Est-ce que je dois rester dans cette consultation-là? Sauf que ce document-là te donne l'opportunité de faire une annonce, de dire, écoutez, moi, je pense que ça ne fonctionne pas dans notre collaboration, ça ne fonctionne pas dans notre consultation. J'ai identifié quelques points, j'aimerais ça qu'on puisse le faire tout le monde ensemble. Donc, ça pourrait être un amorce de quelque chose. OK, on est déjà dans les exemples de questions. Là, je me suis mis plein de documents partout. Exemple de question, est-ce que la population qui vit avec le problème participe activement à notre partenariat? Fait que là, tu as 3 choix de réponse là-dedans. Aucun individu vivant le problème ni organisme desservant les populations qui vivent directement le problème participe au partenariat. Fait que déjà là, tu te dis, on a un problème dans notre comité. Souvent, on le répète, les groupes communautaires, on le répète, mais je pense qu'ensemble, de le cocher, de le déterminer, ça met en place des situations. Ou la question 2, c'est la réponse aussi, ça peut être les participants essentiels, secteurs ou réseaux concertés sont mobilisés, mais la participation d'autres acteurs nous permettrait de comprendre plus finement le problème, de concevoir des solutions plus adéquates. Il y a un début, mais il manque des affaires. Ça, souvent, j'ai été dans des comités qu'on demandait que tel acteur soit présent, puis on refusait que ces acteurs-là soient présents. Je ne sais pas, parce qu'il y avait des mauvaises relations, je ne sais pas, peu importe, mais ils refusaient que cette personne-là soit là, mais il manquait quelqu'un qui soit autour de la table. Et l'autre, bien là, c'est la bonne réponse, c'est tous les partenaires essentiels pour bien comprendre le problème et concevoir des solutions adéquates sont mobilisés. Donc, c'est des questions-réponses que vous répondez comme ça et à la fin, vous êtes en mesure de déterminer c'est quoi qui ne marche pas. Exemple, est-ce que les partenaires sont activement impliqués dans l'analyse des problèmes et l'élaboration des solutions et non seulement dans l'exécution? Ça, c'est super important parce que souvent, on est vu à la fin. Moi, là, souvent, un plan d'action, je rencontre un plan d'action et j'ai juste envie de vous dire, je prends le plan d'action, je jette la poubelle, pouvons-nous recommencer, s'il vous plaît. On n'a pas déterminé les objectifs du plan. On n'a pas déterminé c'est quoi les enjeux. On n'a pas déterminé la vision. Puis après, vous voulez que je dise si vos actions et vos moyens sont adéquats. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et le réseau communautaire, ça n'a pas de sens non plus. Exemple, dans les choix de réponse, les partenaires sont activement impliqués dans la définition des problèmes et des solutions. Parfait, c'est la meilleure réponse que tu peux pas avoir. Mais ça peut être les partenaires sont impliqués dans les décisions sur les solutions à des problèmes qui sont définis par d'autres instances telles que les institutions publiques ou bailleurs de fonds. Donc, on est impliqué, mais les décisions sont déjà prises. Fait que là, à ce moment-là, c'est ça mon insatisfaction. J'arrive à une place que tout est déjà décidé. L'autre, les partenaires sont impliqués uniquement dans la mise en œuvre de solutions décidées par d'autres instances telles que les institutions publiques ou ailleurs de la fonds. On en a parlé tantôt, c'est tout de suite la mise en œuvre. C'est sûr et certain que moi, si un partenaire me convoque à une rencontre qui me dit bien Vincent, tout est décidé, là, tu vas juste venir pour la fin, bien, ça va être une fin de non-recevoir, puis je vais dire bien, regarde, je ne viendrai pas à ton comité. Sois clair. C'est pour ça que souvent, on a des débats incessants dans des rencontres, parce que finalement, on nous amène juste à être exécutant dans quelque chose qui était supposé d'être constructif, parce qu'on a la même vision, c'est aider la population, mais j'arrive avec un document déjà tout fait.
une action déjà toute faite. Fait que c'est sûr et certain qu'il va y avoir des réticences. Donc, comment réduire ces réticences-là et peut-être même arriver au même objectif plus tard? Fait que ça, c'est sûr que je trouve que c'est des questions pertinentes à poser à vos partenaires. Puis moi, je trouve intéressant, ce n'est pas juste un réseau communautaire qui dit « Hey, avez-vous déjà vu ça, ce questionnaire-là? » Je pense que comme réseau public ou même comme partenaire, de déterminer ça, de répondre à ces questions-là, ce comité-là va servir à quoi? Et je vais être capable d'avoir des gens autour de la table? Bien, c'est intéressant. Moi, la QCD, maintenant, ce document-là, c'est intéressant parce que ça m'apporte. Moi, si je convoque un comité, j'ai-tu des objectifs clairs de ce comité-là? C'est quoi? Moi, les gens me disent, Vincent, on adore tes comités. Pourquoi? Ils sortent de la problématique, ils sortent de la situation, ils me déterminent mes problèmes, puis ils me disent, voici comment tu devrais le faire, puis on exécute. On est parti du début jusqu'à la fin. Ça provenait du réseau. Ça devient, quand on vous montre l'énoncé, c'est les 135 membres qui disent, voici, c'est ça notre problème, voici comment on doit le faire. Parfait, on part avec ça, nous autres, on va l'exécuter. C'était plus ça, OK. Après ça, on voulait. Hein? Bien, petite question, c'est un peu, quelles sont vos premières impressions sur qu'est-ce qu'on vient de présenter sur ce document-là? Oui. Moi, je me demande, premièrement, je tombe un peu déçue de savoir que cet outil-là existe depuis 2014. J'avais trop peur. Mais je me demande si on s'est intéressé à un moment donné sur le langage. Parce que moi, j'ai vécu les deux. J'ai passé plusieurs années dans la réseau. Je suis en communautaire, dans le réseau de la santé, je suis en communautaire maintenant. Il y a deux langages bien distincts des fois qu'on a de la. C'est comme dans un couple, si tu ne parles pas la même langue, tu vas avoir des difficultés à comprendre le moment donné. Puis des fois, le conflit n'est pas nécessairement de fond, il est sur la façon dont les choses sont dites, sont écrites, sont proposées. Puis je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est intéressé à qu'est-ce que ça prend pour que le monde soit bilingue ou que je ne sais pas. Oui, c'est ça. Moi, je commence à connaître les deux langues quand même pas pire, là. Mais je me mets dans le rôle de quelqu'un qui arrive comme au communautaire et qui doit transiger avec le réseau. Des fois, tu te dis, hey, je do not compute, c'est pas parce que tu n'es pas intelligent, tu ne comprends pas la langue, des fois. Non, tu as raison. Mais je sais qu'ils ont fait, ceux qui ont fait ce document-là, ils ont fait des documents de base. Bon, c'était pas intéressant, Marie. Non, je suis d'accord. Dans le fond, oui, ils ont fait des exercices de réflexion, mais effectivement, je pense que ça n'a pas été fait au complet. Il faudrait faire cet exercice-là complet parce que souvent, c'est le communautaire, il dit voici mon langage, mais il ne le transmet pas, voici mon langage. Fait que même affaire pour le réseau. Tu sais, j'ai étudié en maîtrise pour comprendre le réseau parce que personne ne l'a exprimé comment ça fonctionnait, le réseau. Mais en même temps, ce questionnaire-là, ce qui va être intéressant, c'est que ça va justement mettre l'enfant sur OK, on ne se comprend pas, là. On n'a pas le même langage. Fait que là, il va falloir qu'on détermine notre langage ensemble. C'est sûr que c'est une amorce, mais le reste ne sera pas fait au complet, évidemment. Mais je pense que c'est une bonne idée, je garde ça en tête. Il y avait-il d'autres commentaires? Oui, Jean-François. Oui, j'en ai un dernier, parce que quand on est dans ces interactions-là, on ne peut pas non plus évacuer le rapport. Et quand on a notamment des directions de santé publique qui exercent à la fois le rôle de bailleurs de fonds et de direction de santé publique, pour faire leur boulot de santé publique au niveau régional, mais aussi remplir un rôle de bailleur de fonds, ben c'est clair, puis c'est assez évident d'ailleurs, même ça m'étonne que ce soit encore autant le cas, que ça mêle les rôles. C'est-à-dire que nous, dans les interactions qu'on a avec la santé publique, on est obligé quasiment d'avoir une attitude un peu de double personnalité, où des fois on parle à notre direction de santé publique et parfois on parle à notre bailleur de fonds. Et de leur côté, ces rôles se mêlent. Parce qu'autant nous, la part des choses, elle est assez simple à faire. Hein. Il y a la main qui fait envoyer l'argent. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui fait de la vigie sur tes dossiers. De notre côté, ça se passe bien, mais de leur côté, c'est beaucoup moins clair, parce qu'en fait, c'est les donneurs d'ordre au sens le plus brut du terme. C'est-à-dire que non seulement ils déploient les stratégies qui encadrent nos actions, mais en plus, c'est eux qui les financent. Et cet enjeu-là, à un moment donné, il va falloir qu'on aborde cette question-là, de séparer l'aspect de financement des initiatives et l'aspect de mandat de santé publique. Parce que ça nuit aux actions. Et ça nuit clairement aux actions. Si on regarde le topo à Montréal actuellement, c'est clairement l'élément fondamental qui nuit à notre capacité à travailler avec la santé publique
Et c'est ça qui explique, si vous regardez par rapport aux surdoses, quand on sait qu'on est la région la plus touchée et qu'il ne se passe rien, le fait que ce soit totalement paralysé, un des cœurs de cet aspect-là, c'est le fait qu'ils détiennent les deux aspects de notre domaine, en fait. Le financement des actions et le déploiement des mesures. Même la réflexion et la vigie par rapport à ces mesures-là. C'est-à-dire que nous, dans nos interactions avec eux, on ne peut pas vraiment être totalement transparent. C'est à la fois notre bailleur. On ne peut pas établir des relations neutres avec notre bailleur et s'estimer sur nos dossiers en santé publique. Et ce qu'ils font, ben, souvent, ça nous revient. Ben, tu réponds déjà à quels sont les facilitateurs et les obstacles. Ça fait partie d'un obstacle, effectivement. On a une deuxième question, c'est en fait ça, Jean-François. Oui, ça fait partie des obstacles majeurs. Oui, je vais prendre peut-être, toi, tu as peut-être une autre réaction, puis après, on va continuer. Moi, ce que ça me fait réfléchir, c'est vraiment l'obligation de participer dans la procédure. Donc, autant que quand les organismes communautaires sont impliqués à parler avec la santé publique, la santé publique, comme on l'a déjà dit, a déjà traité le travail. Donc, on arrive là, c'est déjà fait, parce que c'est plus rapide qu'on réfléchit ensemble, après ça, on fait tout en commun. Et on dit aussi, quand on met nos membres sur des comités, c'est plus long. C'est plus long, puis on est tellement pressé dans la vie qu'il faut aller vite, qu'il faut aller vite, que ben, quand tu as des membres sur ton CA, quand tu as des membres dans le comité, ben, c'est pas le même langage, il faut répéter. Puis, on perd cette notion d'humanité-là, en fait, qui est vraiment super important. C'est vraiment enrichissant autant pour l'organisme que pour les membres de participer justement à ces échanges-là, mais c'est long. C'est long, puis on n'a plus ce temps-là. On n'a pas le droit de prendre ce temps-là, puis c'est vraiment un processus vraiment important qu'on laisse au bout. Prendre le temps, peut-être aussi, ça va être de prendre le temps de décider les bons endroits que je vais aller pour justement me donner toute mon énergie. Tu sais, comme Natacha parlait tantôt, ben, tu sais, si tu viens juste pour dire que tu es venu, peut-être que tu es venu pour pas venir, puis pas t'impliquer, puis nous autres, de notre côté, ben, on va peut-être choisir des comités qui sont normalement décisionnels. On va dire, ben, regarde, on n'ira pas parce que finalement, c'est déjà tout décidé d'avance. C'est ça. Puis, tu sais, le message aussi est de comprendre que c'est pas très compliqué de consulter tout le monde avant de commencer l'exercice. Parce que quand tu as consulté tout le monde, tu as pris les notes, je sais que ce n'est pas une manière de faire habituelle tout le temps pour les gens, mais moi, à la QCD, je pourrais dire je fais mon plan d'action, je ne consulte pas mes membres, et après, je leur dis tout ça. Mais ça ne me coûte rien de rencontrer, puis c'est tellement constructif, ça m'oriente déjà, ça confirme des visions, ou ça confirme que des fois, oh, okay, je suis peut-être dans le champ finalement. Fait que déjà, ça oriente mes actions, puis après, je dépose mon plan d'action avec les gens. C'est cette façon-là de réfléchir. Il y avait une dernière question qui était quelles sont les retombées potentielles? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des retombées potentielles là-dedans? Mais là, on est très rapide, peut-être qu'on va finir avec notre conclusion et tout ça, puis après, on peut reprendre d'autres questions, commentaires là-dessus. Mais comme les facilitateurs, évidemment, la réflexion est accessible à tous. Donc, tous peuvent identifier leurs forces, leurs limites, leurs opportunités, leurs menaces. Tous les détiennent le pouvoir d'influencer la qualité de leur partenariat. Fait que tout le monde, on peut déterminer nos partenariats ensemble. On a tous ce pouvoir-là. Mais les obstacles, ça demande du temps et d'énergie. Et vous savez, tout le temps de mobiliser, toujours d'organiser. On n'est pas satisfait, on n'est pas content. Comment évaluer? Prendre le temps de se réévaluer comme comité. Là, maintenant, c'est pas un comité de 2 ans. Vous avez à dire, bon, on va reviser comment fonctionne. Ah, là, il était temps, mais en même temps, si ça fait 2 ans que j'avais aimé ça le faire. Tu sais. Exige de passer d'une vision verticale à une vision horizontale. On est tous sur le même niveau. C'est assez difficile. On en a parlé dans les obstacles. Puis, dépend de l'engagement et de l'ouverture de toutes les parties. C'est sûr que c'est des obstacles qui peuvent être majeurs. Et je rappelle encore que peut-être la réflexion, puis ça va être, oui, on a des interventions, mais peut-être qu'il va falloir faire en sorte que des comités, on puisse plus les consulter 10 minutes. Parfait. C'est que, à ce moment-là, je pense que ça va être un effort à tout le monde de bien déterminer les objectifs, la vision, puis quel est le pouvoir. Parce que moi, si vous me dites que tu as un pouvoir de recommandation, puis tu as un pouvoir de décision dans ce comité-là, ça va me tenter de venir. Si vous me dites déjà qu'il n'y a pas d'argent, puis qu'on est supposé développer et accroître les services, bien là, oublie-moi. Pourquoi que je viendrais d'un comité qu'on me dit je ne te donnerai pas d'argent, c'est officiel, mais je veux qu'on accroît les services. De quoi tu parles? C'est pas une bonne affaire. Je n'aimerais pas ton comité. Donc, conclusion.
Bien, je pense qu'on a soulevé pas mal les enjeux. Puis, tu sais, on n'est pas ici non plus pour faire la révolution. Là. Je comprends qu'il y a des enjeux importants, puis il y a des clashs là, qui ont lieu dans certains partenariats. Tu sais, puis c'est ça, on n'est pas ici pour dire qu'on a trouvé la solution à tout, mais c'était au moins donner une idée ou un aperçu de comment est-ce qu'on peut morceler, en fait, ce problème-là qui peut apparaître très, très, très grand pour retrouver un peu notre pouvoir à travers ça aussi en tant qu'organisation, en tant qu'individu, tu sais, puis de revoir aussi ce pouvoir-là dans chacune des relations qu'on établit avec les personnes avec qui on entre en interaction finalement. Tu sais. Si on a des blocages au niveau de l'institution, bien parfait, comment est-ce que je peux utiliser cette même énergie-là pour bonifier mon réseau aussi, puis maximiser le pouvoir que j'ai dans cet espace-là? Donc, ce qu'on voulait identifier comme élément clé pour évaluer la qualité des partenariats, c'est de reconnaître justement notre potentiel, d'adopter un regard critique sur la qualité de ces partenariats-là, plutôt que de dire que ça ne va jamais bien, mais d'aller dire mais qu'est-ce qui ne va pas bien exactement, puis de donner confiance aussi, qu'est-ce qui va bien dans un partenariat. La personne, elle est présente, elle est là. Oui, OK, elle me donne tel niveau de temps ou tel espace, mais comme elle donne quand même ça, fait qu'on peut aussi partir des aspects positifs qu'on peut rencontrer, bien que des fois, ça peut être difficile. Donc, d'identifier nos ressemblances, reconnaître nos différences aussi, mais le potentiel de notre collaboration aussi à nous deux. Donc, oui, on est différents, oui, on a des cultures, des langages différents, mais comme il y a quand même un potentiel aussi, puis garder en tête là, les personnes pour qui on fait tout ça. Puis bon, d'utiliser des stratégies en temps réel, autant pour soi dans notre espace, mais aussi dans notre collaboration là, pour pouvoir pallier à ces défis-là. Puis, comme je viens de le nommer, de le répéter, notre objectif collectif, finalement, c'est d'œuvrer ensemble pour le bien-être des personnes qui choisissent de consommer des substances. Donc, de garder toujours cet espace-là en tête, cette vision-là en tête, parce que c'est celle qu'on partage tous, finalement, indépendamment de notre culture, indépendamment du type d'organisation duquel on provient. T'sais. Donc, de ne jamais oublier pour qui on fait tout ça. Donc, c'est ça, une autre petite phrase de conclusion. Donc, c'est que par la reconnaissance de notre pertinence, donc en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'organisation, et de celle de nos partenaires, donc comme Vincent l'a dit aussi, de reconnaître leurs forces, on peut aussi maximiser les potentiels qu'on a respectivement, mais aussi celui de notre collaboration. Et puis, d'optimiser nos partenariats vont pouvoir permettre de bénéficier là, pour les personnes à qui on offre tous nos services finalement. Pour continuer à conclure, c'est sûr qu'on essaie d'être à la positive tout le temps, puis je pense que c'est ça l'objectif, mais je ne vous cacherai pas, en tantôt, on vous a dit les petits nuages roses et les petits licornes, je ne vous cacherai pas que je sors encore des décolletés très frustrés, très fâchés de la rencontre parce qu'on n'a pas atteint notre objectif. Et maintenant, aujourd'hui, on essaie de déterminer des points qu'on pourrait, une structure, des idées de partenariat qui ont été évaluées, même que des chercheurs ont pu déterminer que voici, c'est le meilleur. Le meilleur pour un partenariat, c'est comme ça. Fait que moi, je veux commencer par semer des graines là-dessus. C'est sûr que la suite, moi, je vais former mes membres, je vais essayer de faire des relations avec le ministère, des relations avec eux pour sensibiliser au partenariat. Mais sensibiliser et éduquer mon monde, ça va être aussi d'éduquer mon monde. S'ils ne répondent pas à votre partenariat, vous devez décrocher de ce comité-là. Ça va aller là, mais l'idée, c'est de dire, on peut-tu se parler? On peut-tu développer quelque chose? Je veux sensibiliser les gens à se parler, à travailler des démarches. Mais comme Jean-François l'a dit, il y a des structures qu'il faut revisiter. Ça ne se revisite pas comme ça, des structures comme ça. Donc, comment on peut en arriver à des discussions? Mais au moins, est-ce qu'on peut avoir un amorce? C'était ça aujourd'hui, d'avoir un amorce pour pouvoir établir des ponts adéquats. Ça ne sera pas simple, ça ne sera pas évident, mais je pense qu'il faut le faire. Puis nous autres, à QCD, on va s'en occuper personnellement, de faire en sorte que ça fonctionne. Merci beaucoup tout le monde.